Go. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes plein, c'est fou. Donc on va vous parler de la quête du Graal.js. Donc je me présente. Je m'appelle Siegfried Arrête. Je suis développeur front chez Sphere. Je suis co-organisateur du Meetup CSS Paris et de Best of Web. Et je m'appelle Romain Maton, j'ai un petit Twitter handle et je suis développeur freelance avec une dizaine d'années d'expérience en Java, Node, Web, selon les missions. Du coup, un petit peu d'historique. Le web, ça bouge. Les navigateurs évoluent. Le JavaScript aussi. Et donc, régulièrement, il y a des nouveaux outils, des nouveaux frameworks, des nouvelles librairies qui sortent pour nous aider à développer et à faire des choses innovantes. Donc, vous avez peut-être déjà croisé cette image. C'est les réactions qu'on a dès qu'il y a une nouvelle chose qui sort. Ouah, c'est so hot right now, c'est génial, il faut l'utiliser partout. Donc, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut suivre? Et on va découvrir un peu tout ça dans cette présentation. Du coup, comme tous les ans ou tous les 2 ans, il y a une nouvelle chose qui est très à la mode, on peut se poser la question, est-ce que l'application que j'ai faite il y a 2 ans, est-ce qu'elle est déjà legacy? Est-ce qu'il faut tout refaire tous les 2 ans? Est-ce qu'il faut tout rechanger? Et est-ce qu'on n'a pas, quelque part, envie d'abandonner les choses trop rapidement? Du coup, le Graal, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'il y a une solution qui est vraiment meilleure que les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va répondre à tous nos problèmes? Et donc, on arrive dans ce genre de cas où j'ai inventé un truc super génial, il faut l'utiliser, et en fait, ça devient juste une solution en plus des autres. Donc la méthodologie pour cette session, comment on a fait pour comparer, qu'est-ce qu'on a fait, etc. On fait tous les deux déjà une veille techno qui est quand même pas mal. Là, on l'a poussé en mode intensif. Donc on a vraiment lu tout ce qu'on pouvait sur Twitter, Hacker News, Reddit, Medium, qui parlaient de tous ces sujets. Nombreux blogs et les commentaires, on a même poussé un peu plus loin, et tout MVC et le code, parce qu'à un moment, il faut mettre le nez dedans. Attention, 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 le disclaimer. Nous essaierons d'être le plus objectif possible. Donc, je vous préviens, ça pourra peut-être vous piquer. Certains propos pourraient vous offusquer. J'ai envie de dire, on est à Devox, donc à un moment, il faut y aller. Et les avis exprimés n'engagent que nous, donc évidemment, on peut se tromper ou pas. Et en tout cas, par cette slide, je déclare la quête du Graal ouverte. Avec le mot dièse. Avec le mot dièse, la quête du Graal.js, si vous voulez participer en live. Donc on commence tout de suite avec Vanilla.js et jQuery. Donc comment on va fonctionner? Une petite introduction, d'où ça vient, etc. Un petit moment super power, ce qu'a apporté la technologie. Un moment boss fight, ce qu'on se bat avec elle, ce qui est embêtant avec elle, etc. Et une petite conclusion. Donc le Vanilla.js, c'est une super librairie, née en 95 et même pas mort. Voyez toutes ces sociétés qui l'utilisent. C'est absolument magnifique. Donc le Vanilla.js ou JavaScript, vous l'aurez compris, donc créé en 95 par Brendan Eich, date importante 1.0 dans Firefox en 96. Autre moment clé, la bascule vers ECMAScript, donc avec normalement une ES4 qui aurait dû sortir et qui a été abandonnée pour diverses raisons techniques. Entre-temps, les géants du web avaient maintenu une 3.1, et comme la 4 était démarrée mais abandonnée, ils ont décidé de renommer la 3.1 en ECMAScript 5, donc celle que vous utilisez aujourd'hui. Et le S6 l'année dernière, et le S7 cette année, etc., etc. Mais il y a 10 ans, on ne faisait pas que du Vanilla.js, on avait aussi jQuery. Donc on voit qu'au niveau GitHub, c'est quand même pas trop mal suivi. Beaucoup de communautés. Donc en 2005, c'est juste un petit sélecteur CSS dans un coin. 1.0 en 2006. Et donc toutes les versions là, qui suivent les années suivantes, ce qui est surtout important, c'est de voir que jQuery sort un petit composant en plus. Donc jQuery UI, puis QUnit, puis Sizzle, puis jQuery Mobile. Le but étant d'étoffer un peu la communauté dans jQuery. Et la 2.0 sortie le 18 avril 2013 pour arriver à, attention, moment important, jQuery, il y a 2 versions en parallèle, la 1 et la 2. Vous n'êtes pas obligé de migrer. C'est quelque chose qu'on verra régulièrement dans tous les frameworks. Vous avez 2 versions en parallèle, c'est possible, ça existe et c'est fait pour ça. Du coup, les super pouvoirs de jQuery. Donc ça fonctionne partout. Ça vous aide à faire plein de trucs dans tous les navigateurs. Ça vous évite d'avoir à adapter votre code pour surmonter tous les problèmes de certains navigateurs anciens, on va dire, pour ne pas les nommer. Et il y a aussi beaucoup de choses qui vous aident à faire des animations, par exemple.
si à l'époque il n'y avait pas CSS3, pour la gestion des événements, pour faire de l'Ajax, c'était quand même beaucoup simplifié. Les plugins, donc comme Romain l'a dit, il y a des choses officielles qui sont sorties. Le jQuery mobile pour adapter votre site sur le mobile, QUnit pour faire des tests, et tout ce que la communauté a produit. C'est vraiment énorme et ça continue actuellement. Boss fight. Est-ce que jQuery est toujours utile? Je pense que vous avez vu des articles comme ça fleurir sur Internet, les you don't need, you might not need, etc. jQuery, vous pouvez le remplacer par Lodash, Underscore et encore pas mal de librairies. Donc pourquoi ces questions? Y a pas mal de l'API de jQuery qui a été remplacée par des choses qu'on peut faire nativement. Ajax, on peut faire du Fletch, les differ, on a les promises, Animate, on peut quasiment tout faire en CSS3, etc. etc. Donc question, jQuery est-il encore utile? A priori, c'est quand même une bonne abstraction du DOM pour le manipuler et le parcourir. Et il y a encore des gros frameworks qui l'utilisent. Peut-être pas. En revanche, je viens de dire l'abstraction jQuery, elle est aussi vue comme étant néfaste. Parce que derrière, les développeurs JavaScript ne font pas du JavaScript, ils font du jQuery. Je ne sais pas si vous avez fait des entretiens il y a très longtemps, où on recherchait vraiment des profils, par contre, JavaScript. Et les petites questions, qu'est-ce que la programmation prototypale, la chaîne de prototypes, les types en JS, etc. On n'avait pas des bonnes réponses, parce que les développeurs savaient plutôt faire du jQuery, qui n'est pas du JavaScript. Et derrière, du coup, il y a des concepts. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un sélecteur jQuery et qu'on fait des choses? Et il y a beaucoup de sites, on a dit jQuery c'est nul parce que c'est lent. Le problème c'est que on va utiliser le sélecteur le plus lent de la Terre avec une classe et un tag et un attribut. Et derrière, oui c'est lent, parce que c'est pas le meilleur sélecteur optimisé pour faire ça. Donc il y a des bonnes pratiques, il faut les suivre. C'est un peu comme pour tout, j'ai envie de dire. Donc pour contribuer, on a regardé un peu ce qui se passait au niveau de jQuery. Il y a entre 20 et 30 commits par mois, avec 250 contributeurs. Énormément de PR fermés. Vraiment, la communauté essaie de fermer le plus vite possible les PR, en les mergeant évidemment. Une grosse documentation. Et à noter, pour ceux qui voudraient contribuer sur jQuery, vous aurez un document électronique à signer, un CLA V3 sur le site. Pour les géants, c'est souvent le cas. Pour jQuery, c'est... Ok, ensuite on va s'attaquer à Backbone. Donc Backbone, qui est né en 2010 et qui n'est pas mort, qui est aussi bien suivi sur GitHub. On met les chiffres, ça a l'air impressionnant comme ça, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Justin Bieber, il a 60 millions de followers sur Twitter, c'est pas pour ça que c'est de la qualité. Les grosses versions, donc Pré-0 au début, une 1.0 en 2013, et ça continue. Ça continue. Et il a aussi, comme tout ce qu'on va voir, des super pouvoirs. Donc c'est un objectif qui a perduré. Le but de Backbone, c'était d'être très minimaliste pour simplifier l'interaction avec un arrière-guichet et non pas un back-office de type RESTful. Donc on avait un modèle qui va correspondre à cette API, une collection, une vue, et c'est tout. Donc malgré ces 6 ans, c'est toujours l'objectif qu'il a et il reste assez léger. Donc comme il reste assez léger, il a besoin de copains pour bien fonctionner, pour faire la teuf. Donc il faut du jQuery, il faut du JSON 2 si jamais votre navigateur cible ne supporte pas JSON nativement. On peut faire du Lodash ou du Zepto pour s'aider un peu aussi. La courbe d'apprentissage est douce. C'est assez simple de rentrer dedans parce que les concepts sont assez simples et minimalistes, comme on l'a dit. C'est orienté extension. Il est minimaliste, je le répète. Du coup, on a besoin de choses en plus. Donc il y a des extensions, des plugins, il y a des choses comme Marionette qui peuvent vous aider aussi, etc. Boss fight. Il est minimaliste. Au niveau de la communauté, au niveau des applications d'entreprise, Backbone, ça fait pas rêver parce qu'il est tout petit, il faut rajouter énormément de plugins. Il n'est pas mobile first, il n'est pas isomorphique, il n'y a pas de framework de test embarqué, il n'y a pas de cheat checking, je peux continuer. Hein. Mais voilà, c'est souvent vu au niveau de la communauté comme étant un défaut. Bon, et en plus, c'est un framework, c'est bizarre, on re-render tout le temps à chaque fois. Donc comment on fait si j'ai juste des petits champs qui évoluent par rapport à mon modèle? Il y a des bonnes pratiques. Séparer, modulariser votre code. Si vous faites énormément de modifs parce que votre modèle évolue rapidement, c'est pour ça, notamment si tu utilises Underscore, vous avez des bounce qui vous permettent d'annuler une méthode et la rappeler sur un certain timeout. Donc utilisez les bonnes pratiques, c'est référencé sur Backbone, il faut le faire. Si vous avez vraiment besoin de data binding, c'est vraiment une obligation, c'est totalement possible aussi. Il y a Knockout qui est un framework de data binding, il ne fait que ça. Et en utilisant Knockback, vous pouvez plugger Knockout et Backbone.
Et ça fonctionne plutôt bien. Je l'ai essayé en entreprise sur un gros site et ça marche plutôt bien. Et sinon, les gros composants connus, c'est Epoxy et Rivette. Le plus important aussi, on a vérifié ça parce qu'il y a un plugin qui existe, bon, c'est mignon. Les trois là sont tous maintenus. Et tout ce qu'on vous présente, c'est maintenu. Donc c'est assez important au niveau entreprise. Le SEO, par contre, vous êtes tout nu. Donc si vous êtes tout nu et que vous avez besoin de faire du SEO, donc il y a une solution à part, qui n'est pas Backbone, c'est Render, qui est un serveur, c'est un serveur Node qui va vous permettre de rendre vos pages, votre contenu statique pour les SEO. Et sinon, vous avez des services qui sont tous payants. Brombone qui fait que du Backbone, GetSEO.js et Prerender qui font Backbone, mais aussi Angular et Ember, qui ont aussi un peu les mêmes soucis. Donc, par contre, pour le SEO, il n'y a rien de natif et c'est service à côté. Si vous avez besoin d'aide, il y a une mailing list, beaucoup de questions Stack Overflow, Canal IRC, on n'utilise pas forcément ça au niveau dev, mais pareil, vous pouvez y aller. Et au niveau des contributions, comme on le disait, il a une ligne directive et il la suit. Donc 15-20 commits par mois, c'est pas énorme, mais ça continue sur sa lancée, des petits fixes, et ça va pas partir dans tous les sens. Backbone a une ligne, et ici il tient. PR et issue, on trouve que c'est quand même assez faible. Il y a vraiment un suivi pour essayer de fermer tout ça le plus vite possible. Très bonne doc, et à noter un petit Meetup Paris qui fait une session tous les 2-3 mois, qui est pareil, toujours en vie. Donc pour quelque chose qui est has-been et mort, c'est pas trop mal. Du coup, on va passer sur Ember. Donc Ember, qui est aussi pas mal suivi sur GitHub. Ça a commencé par un fork d'une librairie avec un joli nom qui s'appelait le Sproutcore. Il y a eu une version 1 donc en 2013, une version 2 en 2015, et c'est comme pour jQuery, les deux continuent à vivre. Les super pouvoirs. J'aimerais bien avoir une chemise pour faire pareil, mais je l'ai oublié. Donc c'est un framework tout en un. Donc tout est là, il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres choses pour pouvoir faire votre application. Il y a juste à rentrer dans les concepts et quand on les maîtrise, l'application avance, le développement de l'application avance très rapidement. Génération côté serveur. Fastboot, donc c'est un outil qui permet de faire toutes les choses à la mode. Isomorphique, on dit ça hein. Boss fight pour Ember, mon Dieu, quel monstre. C'est gros. Oh, c'est gros. Il y a tout dedans. On est obligé de faire que de l'Ember. C'est absolument énorme. C'est souvent le défaut qui est reproché à Ember. Bon, pour moi, à tort. Déjà, il n'est pas totalement fermé. Il y a quand même des plugins si vous avez certains besoins. La technologie, il utilise des technologies connues. Ça veut dire qu'il y a Ember, mais il n'y a pas tout qui est réinventé. C'est-à-dire qu'au niveau templating, ça va utiliser de l'handlebar. Donc c'est gros, mais ça utilise des choses connues. En plus, pour ceux qui ont déjà utilisé, c'est convention vers configuration. Donc oui, il y a un coût d'entrée. C'est pas du backbone, il y a un coût d'entrée. Le but étant d'être le plus productif possible. Donc une fois qu'on a passé ce coût d'entrée, c'est bon. Encore un outil, l'Embercly. On se dit bon, voilà, et le truc il arrive, puis on est obligé de tout faire. L'Embercly, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Ça permet de générer du code, ça permet de lancer des tâches. Et pour info, Angular 2 s'appuie lourdement sur Embercly. Je vous conseille de regarder AngularCly, le commit numéro 2, qui récupère Ember et qui fait un wrapper et qui lance Embercly. La courbe d'apprentissage, certes, elle est un peu raide. Donc ça va être moins rapide que pour d'autres frameworks si vous voulez démarrer tout de suite. En revanche, le coût du POC sur une journée pour dire je gagne avec Angular, un petit peu mauvaise foi quand même. Parce que Ember, on ne peut pas vraiment l'analyser sur une journée, surtout si vous partez sur un projet sur plusieurs mois. POC d'une journée, bon, vous aviez déjà défini à l'avance que vous alliez faire Angular ou autre chose, quoi. Et toujours Ember 1, c'est surprenant ça. C'est toujours vivant. Oui. Oui, il y a toujours Ember 1. Chacun son cycle de vie, ça a été défini. Donc on ne vous oblige absolument pas à passer sur la 2. Vous restez sur la 1 si ça vous chante ou si vous n'avez pas envie de migrer. En revanche, les fonctionnalités de la 2 seront rapatriées vers la 1. Donc vous gardez quand même les nouvelles fonctionnalités au niveau Ember. Et le SEO, comme on le disait, donc ça c'est cool. On a Fastboot, qui est un produit Ember. Donc c'est côté Ember, donc génération côté serveur de votre page. En revanche, il y a des limitations. Donc ça va vous servir du HTML, mais attention, c'est un HTML statique, pur. Ça veut dire que c'est vraiment que pour les robots et le curl. Tous les hooks, pour ceux qui connaissent, donc il n'y a pas did insert element et win insert element, que vous connaissez peut-être si vous faites du React. Donc ça, c'est pas exécuté. Il n'y a pas de jQuery, il n'y a pas de JS. Donc une fois que le HTML est servi, vous ne pouvez pas faire de reprise sur le HTML avec du JavaScript, comme le feraient d'autres frameworks. Donc il y a des limitations, c'est du pur SEO. Si vous avez besoin d'aide, bon, c'est rigolo, ils ont un Slack, Member. Et si vous voulez vous impliquer, autre chose qui est plutôt pas mal, donc à part LTS pour la prod long time support, les releases, les bêtas et Bleeding Edge Canary.
Donc vous pouvez récupérer Canary sur vos side projects et contribuer comme ça petit à petit. Il y a un bug, issue, et rentrer dans Ember comme ça peut être une bonne idée. Les contributions, par contre, c'est un truc de malade. C'est 5 à 15 commits par jour. Je vous conseille d'aller voir. Il y a plus de 12 000 commits. C'est celui qu'on a le plus, je crois. Et au niveau des PR, pareil, pour un projet qui vit aussi bien, il y a 74 PR ouvertes. Donc pareil, l'équipe ferme le plus vite possible les PR. Et elle est là, elle ne laisse pas pourrir les trucs très longtemps. Et documentation complète et nombreux exemples aussi. Angular. Angular 1X, né en 2009, pas mort. Et alors là, au niveau GitHub, bon, bah, c'est pareil. C'est la fête. Donc la 1.0.0 le 13 juin 2012, une 1X tous les ans, et en ce moment on est dû sur 1.5X, et ça va continuer. Mon Dieu, c'est pas mort. Les super pouvoirs. C'est moi. Ah, là, il y en a un. Oui, oula. Google of the Things. Donc, effectivement, il est présent partout et il est porté par Google. Donc, c'est une Google, c'est une grosse boîte, ils ne vont pas le jeter tout de suite. Parce que Google, ils aiment bien rester en bêta pendant des années, comme pour Gmail. Donc, il est là depuis longtemps, il est poussé par une grosse boîte. Ça met en confiance pour travailler avec cet outil. Il y a le two-way data binding. Quand on regarde les petits exemples sur le site, c'est un petit peu tout magique. On remplit son petit input, ça remplace dans le div au-dessus, c'est génial. C'était vraiment la grosse fonctionnalité. Two-way data binding par Angular. On n'a pas à bidouiller le DOM directement avec son petit sélecteur jQuery comme quand on était petit. Injection de dépendance et tests, c'est aussi super bien parce qu'ils avaient toute une suite d'outils, donc Karma, ngMock, Protractor autour d'Angular, qui permettent de faire des tests. Ça avance ? Oui. Et puis des patterns pour vous aider. MVC ou MVVM, donc qu'est-ce qu'on fait du model view controller ou du view model Angular, l'équipe Angular définit Angular comme un framework, model view, whatever. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Et si on fait ce qu'on veut, ça veut dire que des fois on est un peu perdu. Et donc il y a des style guides qui peuvent vous aider à architecturer un peu votre code pour pouvoir être compréhensible par votre équipe. Angular étoile, donc il y a des choses, comme pour jQuery en fait, il y a des choses de l'équipe jQuery et des choses de la communauté. Donc il y a des choses pour faire de l'animation avec ngAnimate, l'accessibilité avec ngaria, le routeur et toutes les choses qui ont été faites par la communauté. Dont ngOdor que j'ai fait qui permet d'écrire Odor pour ceux qui regardent Game of Thrones dans un div. Trop bien. 10 fois, 20 fois, 10 fois. Les formulaires, moi j'ai trouvé ça génial, les formulaires dans Angular, surtout avec Angular 1.3 parce qu'on pouvait faire des validateurs custom. Et les formulaires c'est super important sur l'internet mondial. Et c'était super facile avec ça. Boss fight, ça va être compliqué de trouver des défauts quand même. Il y en a, non ? Alors, boss fight, la courbe d'apprentissage. C'est quand même pas tout gratuit, tout en une heure. Donc, je pense que vous êtes passés tous, plus ou moins, si vous avez fait. Qui a fait de l'Angular ? Faut pas qu'on dise de bêtises. On va passer les boss fights. Mon Dieu. Donc, je pense que vous êtes tous plus ou moins passés par ça. C'est quand même génial. Il y a un défaut, mais il y a une solution. Mais il y a un défaut, mais il y a une solution. Patati patata. Globalement, bon, c'est dur, mais on s'en sort. Vous avez peut-être eu aussi au niveau des perfs beaucoup de problèmes. Ça, c'est ce que j'entends le plus. Quand j'entends les gros projets Angular, je ne parle pas le truc d'un mois, les gros projets, ça arrive toujours sur un problème de performance, c'est lent, machin, truc. Le plus simple, je pense que vous l'avez tous fait, c'est surveiller vos watchers pour voir ce qui se passe. Et si jamais vous avez des soucis et que vous savez qu'à un endroit, vous n'avez pas besoin du dirty checking, vous avez dans les solutions le fameux bindonce. Excellent. Je l'ai dit. On avait dit qu'on faisait en français. Ouais, je ne l'ai pas dit fort. Vous avez des éléments mystiques quand même pour ceux qui ont un peu creusé, au niveau du ngRepeat par exemple, là, tous les attributs qui existent. Beaucoup de code business du coup peut se retrouver déporté dans votre vue et la séparation de concern n'est pas forcément évidente. Donc encore une fois, c'est à vous d'être pro entre guillemets et de mettre bien le code au bon endroit, mais le framework vous permet de le faire. Donc ça, faire attention à ces choses-là. Et le SEO. Vous avez, c'est pas natif, donc vous avez des solutions et des outils comme Prerender, mais Prerender c'est exactement comme Mapbone, donc c'est payant et c'est pas Google. Son avenir, parce que ça oui. On se demande. On se pose quelques questions. Donc oui, il y a une annonce qui a été faite il y a grosso modo 2 ans à NG Europe, effectivement sur Angular. J'en reparle après ça, dis donc. Je pense que j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Du coup, ils ont annoncé Angular 2 il y a 2 ans. Et on dit de tous les concepts de la 1, on la tue et on refait tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec la 1 alors, il faut savoir que la 1 est toujours vivante.
Donc là, actuellement, on est en 1.5x. Il y a une 1.6 qui est déjà prévue pour bientôt, je pense, espérons cette année, s'ils ne la gardent pas trop longtemps dans le four. Et ils migrent des concepts de la 2 vers la 1. Par exemple, les composants qui sont arrivés dans 1.5 et le cycle de vie des composants. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux versions d'Angular. Mais là, on va avoir une 1.6, mais dans quelques mois, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont garder les tickets de la 1 ouverts? Est-ce qu'ils vont les traiter? Est-ce qu'il y aura une LTS? Il y a encore des questions qu'on va se poser. Il y a des GDE dans la salle, il faut leur demander, ils ont peut-être des infos. Et si on a besoin d'aide, dans Angular, comme tout le monde est parti dessus, puisque vous avez tous fait de l'Angular dans la salle, il y avait plein de mains levées, sauf peut-être un ou deux. Je n'ai pas compté. Donc il y a 164 000 questions sur Stack Overflow, il y a forcément des gens qui ont eu les mêmes problèmes que vous. Donc l'aide est facile à trouver. 164 000, c'est énorme. Il y a 5 à 10 commits par jour, avec 1500, avec 1500 contributeurs. Les PR, il y a pas mal de PR ouvertes, plus que dans les choses qu'on a vues jusqu'à maintenant. Le code est très accessible, bien documenté et bien testé. Il y a beaucoup de meet-up et ils sont présents partout. Donc il y a des conférences aux États-Unis, il y a NG Europe en France. Donc le fait d'avoir ces conférences propres, ça permet de pousser la technologie et son image. Et si vous voulez contribuer, comme pour c'était quoi jQuery? Comme pour jQuery, il y a un contrat à signer pour participer au truc. Toujours moi? Oui, toujours. Je continue. Donc Angular 2, qui est aussi déjà bien suivi, pour quelque chose qui n'est pas fini. Il y a eu des signaux qui faisaient un peu peur, donc déjà le fait de l'annonce à NG Europe. Rob Eisenberg, qui a quitté l'équipe, il avait amené par exemple le routeur dans Angular 2, il a quitté l'équipe après quelques mois donc, pour faire Aurelia. Donc on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'avenir? Déjà l'avenir du 1, mais en plus l'avenir du 2. C'est pas facile. Est-ce qu'il y a des développeurs Java dans la salle? Vous êtes à Devox. Hein. Oh là 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 là. Ça vous fait pas rêver, ça? Ça, c'est un beau fichier Java avec des beaux imports à la Scala, un petit add component, un template string. Attention, ça accroche à ce que je vais dire. JSR 330 pour add inject dans le constructeur de la classe. Je vais la refaire. Add inject dans le constructeur de la classe. Ça fait rêver. Voilà, donc ce sera du code Angular 2, TypeScript étant poussé par Google. Les exemples JavaScript ont mis beaucoup de temps à arriver. C'est vraiment l'objectif, c'est qu'on parte sur du TypeScript, et donc le code, ce sera ça. La communauté, je vous le dis très clairement, les JavaScripteux, ça n'a pas l'air au niveau commentaire d'adhérer. Grosse version, donc 55 versions alpha et 15 bêta, on ne pourra pas dire qu'ils ont mis à contribution la communauté. La dernière étant celle qui est citée en bas. Au niveau super pouvoir, on va pouvoir utiliser du Shadow DOM au niveau Angular 2. On a les modules ES 2015. Tout ce qui est contrôleur scope, directive, on oublie, on va fonctionner en mode composant. Et on va avoir surtout nativement le server-side rendering. Au niveau perf, il y a eu un gros travail fait, évidemment. Et Michko a annoncé en 2015 qu'Angular 2 était 5 fois plus rapide qu'Angular 1. 5 fois plus rapide, ça peut être pas mal. Évidemment, le bench a été choisi, etc. Mais on verra à l'utilisation. Et le SEO, il y a carrément un projet à part, je vous conseille d'aller voir parce que c'est assez intéressant. Donc c'est Universal Angular 2. Donc c'est Universal Angular. Il est là, devant. Attention. Magnifique. Boss fight, c'est à toi. Oui. Donc comme on l'a dit, l'annonce a été difficile. Donc Angular 1, flip table. Qu'est-ce que je fais avec mon code? J'ai appris plein de trucs. On recommence à zéro, salut. Ouais. Occupez-vous de moi, je suis petit développeur, j'apprends des trucs. Est-ce qu'on a investi là-dedans pour rien? Est-ce qu'on a commencé à regarder AdScript pour ensuite regarder TypeScript? C'est un peu difficile et on sait pas encore trop comment aborder le truc. Ce qu'on doit maîtriser en plus du framework. Donc déjà, il y a des concepts dans le framework. TypeScript, quoi. Bon, moi j'ai fait du JavaScript. J'ai fait du Java quand j'étais petit, mais c'était il y a longtemps, donc ce qu'on a vu juste avant, ça ne me parle pas vraiment. Il y a aussi les concepts de RxJS qui sont un peu cachés dans Angular 2, mais vous pouvez les utiliser pour faire vos trucs vous-même. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour accéder à l'outil. C'est pas mobile first. Il était annoncé comme ça au départ, mais là quand on regarde, le Hello World en JavaScript sur leur page, c'est un plunker qui fait juste Hello World. La lib, elle n'est pas minifiée, ça fait 1 méga 3.
ça pique un peu, Bah, hein. mobile Surtout first, si ouais. tu dois mettre en plus RX et tout. Donc bon, compressé, il me semble qu'on arrive autour des 500 kg. Ça ira vers le mieux parce qu'ils vont travailler dessus. Mais pour l'instant, ça fait un peu peur. C'est un gros bébé. Gros bébé. Donc besoin d'aide. Donc les tutoriels pour TypeScript et Dart, pour JavaScript aussi ouf actuellement. Il y a des e-books qui étaient sortis comme Ninja Squad qui sont déjà convertis. Il y a déjà pas mal d'activités sur Stack Overflow. Donc c'est quand même quelque chose à suivre. Et pour contribuer, 5 commits par jour, c'est actif. Oui. Il y a 170 PR ouvertes. Faut qu'ils bossent un petit peu quand même, les gars. Le code est documenté et ultra testé. Ouais, j'ai On a regardé vu un les commits ouais, ça m'amusait de regarder les commits dans Angular 2 pour savoir ce qu'ils faisaient, etc. Et c'est incroyable de voir des commits passer avec 10 lignes d'implé mais 200 lignes de test, quoi. C'est vraiment testé, c'est encore une fois le cœur du framework. Et même eux-mêmes, ils s'imposent une couverture de test monumentale. Pourtant, il n'y a pas besoin de tester, il y a des types avec TypeScript. Ouais, c'est pas faux. Et donc forcément, il y a tout la présence des meet-up, des confs. Angular 2, évidemment, profite et profitera de ça. Et donc pour contribuer, il y a aussi le contrat de contributeur à signer. On a merdé le switch, dis donc. À un moment, tu devais parler. Bah continue. D'accord. Ah bah puis là, j'ai oublié de faire la capture. React. Donc là, c'est en petit. Donc React est super suivi. Il a 37 000 étoiles, si c'est trop petit pour ceux du fond, si vous dormez pas. Donc c'est quelque chose qui est très suivi sur l'internet mondial et sur GitHub. Donc plein de versions. Semantic versioning. Donc on a sauté la 6 et la 7, on est passé de la 0.14 à la 15, qu'est-ce qui se passe? Chelou. Les super pouvoirs, il est trop mignon. Donc orienté composants. C'est vraiment poussé. On va faire des composants réutilisables. On va essayer de les mettre chacun dans son petit fichier. Oh, merci. Oui. Isomorphique. Donc, vous connaissez les bouquins You Don't Know JS? Oui, 2. Quelques-uns. Ok. Et le monsieur qui fait ces bouquins-là, qui sont très très bien, lisez-les. Il a fait un article unimorphique, isoversal, JavaScript what, parce que ces termes-là, ça veut rien dire. C'est très intéressant et à regarder, quoi. Les performances, c'est souvent pris comme une librairie très performante, une librairie qui fait la vue, donc normalement derrière, ça fait plus rien. Et il faut faire attention à ce qu'on mesure parce que dans les comparatifs Angular, React, les gens qui connaissent très bien Angular peuvent arriver à optimiser l'application et faire des choses équivalentes, entre guillemets. React Native. Pour nous, c'est vraiment un point fort de React. C'est que quand tu l'utilises dans le navigateur, il sort du DOM, mais il peut cracher autre chose. Et du coup, on peut faire des applications natives Android, iOS et peut-être maintenant ou bientôt pour Windows Phone. Donc il y a plein de choses, à faire et c'est vraiment intéressant. Boss fight, je vais accélérer un petit peu, on est un peu en retard. Je t'en prie. Bah oui. Le Hello World, bon, c'est à peu près le tableau. Je pense que c'est bien résumé. Il y a énormément d'outils à maîtriser pour faire du React. Donc voilà, je ne vais même pas m'attarder. Le Hello World, c'est absolument pas 2 secondes. Du coup, vous avez peut-être lu JavaScript Fatigue sur Medium. Donc un retour d'expérience d'Eric Clemens qui contribue sur React Resolver. Notamment en disant bon, on arrive avec React, allez c'est parti. Liste des outils de build, il y en a plusieurs, les boilerplates, les générateurs, le JSX et les librairies, j'ai pas fini, Redux, Fetcher, Router, Webpack. Voilà, la librairie est simple, quand on veut faire de l'entreprise, c'est quasiment aussi énorme si ce n'est plus qu'Angular. Virtual DOM Fatigue, un framework qu'on vend en disant on a le Virtual DOM dedans. Énormément d'articles qui l'utilisent. C'est un peu bizarre de vendre ça comme ça, pour moi c'est quelque chose d'internal. C'est comme si Angular 2, vous avez dit c'est génial ce qu'on fait, on a les zones. Peut-être que vous ne savez même pas qu'il y a les zones dedans. À la limite, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut en tant qu'utilisateur, c'est que ça soit rapide. Donc dire on a le Virtual DOM, ce n'est pas vraiment un argument. C'est comme si un vendeur de télé, imaginez-vous, pour vous vendre votre télé, il vous dit c'est génial cette télé-là, elle a un condensateur dernier cri type MKP 0,68 microfarad. Ça vous permet de démarrer votre télé 0,3 secondes plus rapidement et vous économisez 10 centimes d'euros à l'année. C'est génial. C'est génial. Donc c'est un internal et avancer le Virtual DOM comme argument, ce n'en est pas un. Flux, très très bon ça aussi. Donc Facebook met une page en définissant l'architecture Flux et salut. Pas de librairie, que dalle. Donc évidemment, bon voilà, petite pelletée de librairie. Avant ce qui était à la mode, Fluxor, Alt, aujourd'hui c'est Redux, demain, vous verrez, vous me direz. Ça change toutes les 2 semaines. JavaScript All the Things, mon Dieu. Donc JSX dans le JS. Pour info, en Java, on a détruit des frameworks pour beaucoup moins que ça. Mais la React, ça passe. Facebook, Hype, je sais pas.
Mais vraiment. C'est gros. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, React, c'est tout petit, oui, mais quand on fait de l'entreprise et qu'on ramène tout le tralala, bah, on est quasiment aussi gros qu'Angular. Donc c'est petit argument fallacieux. Besoin d'aide, 13 000 questions sur Stack Overflow. Awesome React. Pour contribuer, bon, bah, c'est assez actif. Il y a beaucoup d'issues ouvertes par contre. Donc si vous avez un problème, il faudra peut-être attendre. Nombreux meet-up et ses propres confs comme Angular, donc ça aide à pousser. Et donc pour contribuer, il faut faire attention aux histoires de licences parce qu'il y en a 3 différentes en fonction de ce à quoi vous touchez. Et il y a aussi un fichier patents, c'est surtout pour se protéger eux si vous faites des choses avec leur code, et un contrat à signer. Du coup, les web components. Ah non, c'est à droite. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est en cours d'acheminement. C'est pas fini. Il y a un polyfill, non, une prothèse d'émulation, on dit, qui est un petit peu suivie sur Prothèse Internet. d'émulation, pardon. Pour pouvoir faire des choses dans les navigateurs pseudo-modernes s'ils n'implémentent pas tout. Il y a eu plusieurs versions, c'est toujours en vie. Et super pouvoir. On choisit ce dont on a besoin. Donc on peut prendre la librairie en entière pour avoir les... Ah oui, on n'a pas parlé de ce qu'il y a dedans. C'est pas grave. C'est 4 specs. Donc on peut prendre tout pour polyfiler tout ou les prendre unitairement. Donc c'est intéressant. C'est standard. C'est standard. Quand les navigateurs ils l'auront mis implémenté, les web components, ce sera gratuit pour vous. Les boss. Des limitations. Il y a des problèmes connus. On ne peut pas tout polyfiler, tout prothèse d'émulationner. Et il y a des choses qui sont impossibles à faire. Il n'y a pas de sucre. Donc il faut tout faire à la main. Ce qu'on aime bien dans les frameworks, c'est que ça nous aide à faire des choses qu'on ne ferait pas en Vanilla.js ou en JavaScript bas niveau, on va dire. Même si ça se dit pas. La documentation, oui, pour les custom éléments, c'est la spec. Pour les templates, c'est la spec. Pour le shadow DOM, c'est la spec. Et oula, je suis trop loin. Pour l'import, c'est la spec. Donc, c'est les liens qui sont sur le site des webcomponents.org ou quelque chose. Donc, le premier abord n'est pas toujours facile. Il y a des tutos, mais donc il y a plein de ressources qui vous aideront à faire ça. Et le polyfill, il est quand même bien maintenu. Il y a pas mal d'issues qui sont ouvertes et c'est un peu à la traîne. Il y a quelques meet-up web components, n'est-ce pas Cyril? Et pour contribuer à contrat à la Google comme pour Angular. Polymère. Né en 2013, même pas mort, assez suivi. Donc certainement encore le Google Effect. Pas mal de librairies, là 1.0, milieu d'année dernière. Prod ready, très important. Donc vous pouvez y aller. Les super pouvoirs. Il y a du bon sucre, pas comme dans les web components. C'est bon ça. Il y a des copains, les web component testers, Vulcanize qui vous permet d'inliner les HTML import et les custom element.io pour lister des éléments web polymères que vous pourriez utiliser. Et un catalogue d'éléments aussi carrément sur le site de Polymère, donc éléments que vous pouvez aussi réutiliser sur vos projets. Boss fight, des mises à jour mineures qui sont un petit peu violentes. Pareil, le SEMVer là n'a pas trop été suivi. Bower en 2016. Ça existe encore. Mon Dieu Seigneur, je ne vais même pas en parler. Besoin d'aide, là on a fait nos hipsters, on avoue. Besoin d'aide, bon, Polymère Primer qui a une super page qui vous référence tout, voilà, une page, ok. Mais il y a beaucoup de docs dessus, donc allez-y. Pas mal de questions, Awesome Polymère comme d'habitude, et contrat de contribution pour, si vous voulez contribuer. Vue.js. Vous avez vu hier, j'espère. Vue.js, on dit Vue. C'est lui qui nous l'a dit. Voilà, donc c'est quelque chose que personne connaît, sauf le monsieur qui en a parlé hier. Et c'est quand même bien suivi. Et Vanyu, mais on va en parler après. Et Vanyu, ouais, le créateur du framework, parce que c'est un projet perso. Même s'il a travaillé chez Google, c'est pas poussé par son entreprise. C'est à savoir. Donc il y a eu deux grosses vies, la 0.10 et la 1.0. Et là, c'est toujours en vie, toujours actif. Les super pouvoirs du truc. Oh merde, on a merdé le GIF. Ouais, t'as vu, c'est nul. Tant pis. Tant pis, ça vous fait une petite pause. Du coup, les composants vus. Dans les composants, l'HTML c'est de l'HTML, le CSS c'est du CSS et le JS c'est du JS. C'est pas comme React où on veut que tout soit en JavaScript. Philippe Antoine hier disait que c'était bien quand quelqu'un qui est pur front et qui maîtrise ces différents sujets, pour faire du Vue, c'est facile d'accès. Et on aime ça. Sachant qu'on peut aussi utiliser les préprocesseurs dans les composants Vue, puisque avec Webpack ou Browserify, il va transformer tout ça. Le binding. Oh, merci, t'es trop mignon. Le binding, ça fonctionne. Ça fonctionne quand vous n'avez pas à faire un $apply à la main pour mettre à jour un truc. Vous n'avez pas à faire un set-state pour forcer le render dans votre composant. Ça marche. C'est cool.
Il a plein de copains officiels, donc un routeur, quelque chose pour faire du flux, pour, si le MVC ça vous fatigue. Le loader pour Webpack, pour Browserify, des choses comme les DevTools et pour le CLI pour générer. Et toutes ces choses-là sont officielles. Ça c'est cool. Boss fight, dans l'ombre d'Angular et de React. On ne sait pas trop la vie qu'il va avoir celui-là. Il est très bien, le peu qu'il utilise, je le trouve absolument génial. Bon, peut-être le hipster mode, mais il n'y a pas d'entreprise qui le pousse derrière, donc on ne sait pas trop où ça va aller. SEO, c'est pas encore isomorphique, mais ça va arriver puisque c'est prévu dans la roadmap. Et en attendant, vous avez une solution de la communauté, Vue Server. Vue. Une petite communauté avec plein de façons de demander de l'aide. GitHub, forum, chat, Twitter. Et au niveau de son avenir, donc parce que c'est surtout ça qui nous intéresse pour un projet d'entreprise, c'est pas poussé par une entreprise. Chose intéressante, vous pouvez payer Evan pour qu'il bosse sur Vue.js. Donc il y a un petit projet. L'idéal ce serait qu'il bosse en full time dessus. Pour l'instant, c'est à mi-temps. Pour l'instant, il est à mi-temps. Donc si vous voulez que Vue.js avance, faut qu'il bosse dessus. Donc faut contribuer. Voilà, il faut contribuer. Besoin d'aide, guide officiel, exemple. Alors question Stack Overflow, il n'y a pas grand-chose. C'est peut-être parce que ça marche, c'est tout. Il n'y a pas de bug. 5 commits par jour, 70 contributeurs quand même. Issue, donc il y a un travail pour essayer de les laisser les fermer le plus vite possible. PR, voilà, minimal. Documenter, tester, etc. Pas de contrat de contributeur. Meetup peu nombreux, mais des sessions prévues. Petite conclusion, on est bien. Oh, on a déjà vu un certain nombre de frameworks. Maintenant, on va passer à GraalJS. Non, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'était juste le nom de la presse. Du coup, au final, on en a déjà parlé quelques fois. Attention à la hype, entre guillemets. Le choix du framework que vous utilisez pour votre projet, ça doit être réfléchi. Il ne faut pas faire comme dans le tweet ici. En fonction du... Hein, on en parlera après. On en parle après? Ouais, t'inquiète. Comme tu veux. C'est toi le chef. Alors, le grand gagnant. Le grand gagnant, oui. Parce que son logo est quand même vachement bien. C'est Ember. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein, les autres, le logo est quand même beaucoup plus tristouné. C'est trop kawaii. Ouais. Bon, la comparaison de la mort. On a utilisé un petit outil, je ne sais pas si vous connaissez. Avant les outils. Oh, la présence en conférence. On voulait regarder un peu pour tous les frameworks. Comment ils étaient représentés au niveau de la conf. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les sessions de Devoxx BE et FR de 2013 à 2016 et on a compté le nombre de sessions vidéo. Donc ça veut dire que les sessions qui sont poussées et qui sont mises dans les grandes salles. On se rend compte qu'Angular, bon, outre le fait qu'il explose complètement les autres, il y a d'autres petites choses à regarder. Donc Angular est très présent, l'œuf ou la poule. Est-ce qu'on en parle en conférence parce que les développeurs l'utilisent ou est-ce que les développeurs dans cette salle plutôt Java l'utilisent parce que Devoxx en a parlé? Ce sera un peu des deux, je pense qu'on n'aura jamais de réponse. Autre point qu'on peut remarquer, Backbone, Knockout, Meteor sous-représentés, et il y a même deux grands absents, Humber et Aurelia. Bon, Aurelia c'est peut-être encore un peu hype, Humber c'est extrêmement bizarre. Et autre point, Polymer et Web Components, donc ça c'est chacun, donc là à deux ils en comptent 10. Peut-être un petit peu surreprésenté par rapport à l'utilisation. Surtout quand on voit qu'Amber est complètement absent. Et donc l'outil dont je parlais, IssueStat, qui regarde un peu les stats dans le temps des projets, il y a un point commun entre Angular et jQuery. Vous le croyez ça? Alors en bleu ciel, c'est les issues, en bleu foncé, c'est les PR. Ils ont quasiment la même courbe. Et pour la résumer, parce qu'elle n'est pas forcément fastoche à lire, la première heure, on ferme énormément d'issues et de PR dans ces projets. Par contre ensuite, ça reste ouvert très longtemps dans le temps, voire même au bout de 2 ans, des issues encore ouvertes et des PR encore ouvertes. Ils ont quasiment la même courbe. jQuery, c'est même encore plus de PR. Alors là, les PR peuvent rester ouvertes, mais des mois et des mois et des mois. Et dans la même idée, il y a un point commun entre Ember et React, qui ont aussi quasiment la même courbe. La première heure, c'est fermeture totale, on règle tout, c'est peut-être même pas un bug, issue, etc. Et dans le temps, c'est petit, mais ça dure. Il y a des issues qui peuvent rester, pareil, 10 jours, 1 mois, 3 mois. À partir de 9 mois, ça diminue, 2 ans, il n'y a plus rien. Le meilleur élève, mais évidemment, il est tout jeune, c'est Vue. Avec très peu de PR, au bout de 10 jours, il n'y a plus de PR ouvertes. Et les issues, ça diminue très vite, au bout de 3 mois, il n'y en a quasiment plus d'ouvertes. Mais il est tout petit. Mais il est tout petit. Ça, c'était juste des stats pour essayer de voir un peu comment le projet se comportait sur plusieurs mois ou années. Vous avez vu, on vous a beaucoup parlé de SEO par-ci, SEO par-là. D'ailleurs, je vais te laisser la parole. S'il te plaît. Le SEO, c'est souvent quelque chose qu'on a mis en avant pour expliquer le isomorphisme des frameworks. Donc il y a des gros compromis parce que il n'y a pas des articles qui disent que c'est génial, il y a aussi des articles qui disent que ça coûte cher.
Pas gratuit. Ouais, ça coûte cher en temps de serveur. Et aussi, il y a quelque chose d'important, c'est que les bots des moteurs de recherche, eh ben, ils exécutent votre code, ils exécutent votre JavaScript. Donc l'isomorphisme, ça sert pas que à ça, ça peut être utile pour des raisons d'accessibilité sur des lecteurs d'écran qui n'exécutent pas forcément JavaScript, mais en 2016, tu peux pas mettre un framework et ne pas avoir de server-side rendering. Non mais allô quoi. Les trends sur les recherches de Google, donc il y a quelque chose de très intéressant à voir, c'est que React monte bien, c'est la courbe jaune, et le truc de fou, c'est que Angular ne diminue pas. Angular Au contraire, diminue pas. il C'est- continue à monter. continue. Backbone, lui, est plutôt stable, et il a une petite tendance à la baisse. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé là-dedans, Et il en manque un là. et ouais, c'est jQuery. jQuery, il explose quand même tout le monde, donc c'est toujours très très utilisé, Même si ça descend. même si personne l'utilise, puisqu'on n'en a pas besoin. Exactement. On l'a vu. Donc pourquoi il y a tous ces frameworks? Pourquoi ils sont créés? Parce que les géants, toutes les boîtes qui poussent les frameworks, ils veulent gagner du dev. Ils veulent récupérer les devs des autres, parce que s'ils sont chez l'autre, c'est forcément qu'ils sont censés être bons, parce qu'ils passent ils passent leur entretien. Donc comment on les attire? On fait des frameworks innovants, des trucs sexy. C'est plus rigolo de faire du React que de faire du jQuery. Au niveau communauté article, comme on a quand même pas mal lu, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Bon, évidemment, je pense que vous vous en doutez un petit peu, mais bon, la communauté elle est vachement orientée Rockstar. C'est-à-dire qu'il y a un petit souci, il y a un petit problème, j'invoque Brandon Hatch, j'ai gagné. Ou j'invoque Fat, j'ai gagné. Ça marche beaucoup comme ça. C'est dur d'avoir des vrais avis, des vrais développeurs. Qu'est-ce que tu penses vraiment? C'est pas d'invoquer une star. Toi, qu'est-ce que tu penses? Il y a énormément de fanboys. Ils sont partout. Mais c'est incroyable. C'est une petite critique. C'est un déchaînement de haine. C'est incroyable. Donc du coup, pour avoir un vrai, pareil, commentaire objectif, je me suis viandé sur mon projet, mais j'ai réagi, je le referai, etc. Les vrais, c'est quand même très difficile à avoir. Bon, hipsteritude, hypitude, On va parler. on n'a rencontré que ça. Mais au final, parce qu'on critique tous plus ou moins ça, ce phénomène, est-ce qu'on peut vraiment s'en passer? Est-ce qu'on est condamné à changer de framework tous les ans? Ce que tu disais, faire du React, ça fait quand même plus rêver que du jQuery. Et si on veut attirer des talents ou attirer des bons devs, aujourd'hui c'est bizarre de dire, mais c'est peut-être pas avec Backbone. C'est pas faux. C'est dommage. Bon. Version très... Oh putain, ça j'en ai vu beaucoup. La fatigue. C'est vraiment grosse remise en question de même. Il y a Angular 1, puis après il y a React, puis après il y a Angular 2, puis il y a React 2. Non, c'est vert. Il y a React 100, je sais pas. Etc., etc. Dans une grande majorité de nos missions, pas toutes, mais dans une grande majorité, on peut faire des choses avec des frameworks ou des librairies simples. On n'est pas obligé de partir dans le monstre. On peut faire ça très rapide, voire même en vanilla, me demande. Donc c'est peut-être juste nous, développeurs, qui passons notre temps à être complètement intéressés et surinformés avec tout ce qui se passe dans le monde des géants. React sort pour résoudre un problème Facebook, Angular sort pour résoudre un problème... Peut-être qu'on n'a pas ces problèmes-là, en fait. Certainement. Je pense qu'il y a des problèmes qu'on ne rencontrera jamais dans notre vie. Et c'est pas fini, parce qu'on a oublié plein de choses. Il y en a plein d'autres, il y en a plein qui naissent, il y en a plein qui disparaissent. Et par exemple, Aurelia, Cycle, Riot, etc. Nous, on est curieux. Venez nous en parler parce qu'on a envie de savoir. Et c'est toujours pas fini parce que par exemple JSBlocks, c'est, je peux dire concours de bits. Ok, c'est le concours de bits pour la vitesse de rendering, le data binding et ce genre de choses. Il n'y a que ça comme argument. Il faut aller vite. Angular et React. Il faut aller vite. Il n'y a que ça pour l'instant. Donc sérieusement, il est où le Graal? Je pense qu'on ne pourra pas tous être d'accord en plus sur la solution. Globalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les frameworks qu'on vient de parcourir sont tous vivants. Et il y a ils sont actifs, il n'y a rien qui est mort. Donc quand on dit il est périmé, il faut que je change, peut-être pas forcément. Une très grosse appli, a priori on va quand même partir sur un framework. Au niveau de l'ADN Java, pareil, dans votre équipe, si vous avez une forte ADN Java, il y a de fortes chances que vous partiez sur par exemple de l'Angular 2 ou du TypeScript. Mais ce n'est pas forcément vrai. Ça dépendra peut-être de vos équipes ont envie de faire du pur JS et peut-être du Vue. Globalement, quand on essaie d'analyser un peu le truc, on a perdu la phrase. Voilà. Le choix de votre techno va quand même beaucoup dépendre de la vision de votre PO. Est-ce que vous avez une appli web simple? Est-ce qu'elle est compliquée? Est-ce qu'il y a beaucoup de trucs qui bougent avec des flèches rouges, des flèches vertes? Est-ce que vous visez une application mobile? Très important. Est-ce que vous, etc., etc., etc. Et l'équipe que vous avez. Si vous êtes une start-up que vous avez personne, vous avez le choix. Si vous avez une équipe, une armée de développeurs de 25 devs Java, voilà. Au final, bon, comme d'hab, ça dépend, mais ça dépend surtout de ces deux choses-là, je pense. Dur de dire un pourcentage, mais 90% du temps, je pense, c'est pas déconnant.
c'est passé. Les remerciements, donc les gens qu'on remercie qui nous ont filé des coups de main pour ces presses, parce qu'on a parlé de choses qu'on ne connaît pas forcément très bien sur certains frameworks, parce qu'on n'a pas le temps de tout essayer. Et on vous remercie. Donc ça, c'est nous. Le lien vers la presse et le hashtag. Merci. Évitez le hashtag Graal fatigue. Merci.